La Grande Table des Idées, une émission conçue par Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez et Marie Fraboulet. Retour aujourd'hui en Afghanistan où les troupes américaines ont définitivement quitté le pays. Et si les talibans avaient déjà gagné la guerre? La reconquête du pays, la prise de Kaboul ont été jugées trop faciles, trop rapides par beaucoup d'observateurs, à moins d'accepter qu'elles soient le fruit d'une longue préparation et d'un travail de l'opinion. Pour le sociologue Adam Bachko, chercheur au CNRS et membre du Centre de recherche internationale, le CERI, chercheur invité également en ce moment à l'Université de Columbia aux États-Unis, les talibans ont petit à petit acquis les faveurs de la population, notamment dans les zones rurales, grâce à l'efficacité de leurs tribunaux. Dans La guerre par le droit, les tribunaux en Afghanistan, les tribunaux talibans en Afghanistan, qui paraît au CNRS édition aujourd'hui même, il détaille comment les talibans, en rendant la justice, ont incarné aux yeux d'une partie de la population l'autorité de l'État, et c'est beaucoup. En direct avec nous de New York, Adam Bachko, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous de tôt le matin pour vous aux États-Unis en ce moment. À mes côtés, Julien Bisson, qui est rédacteur en chef du 1, l'hebdomadaire, notre partenaire aujourd'hui avec ce nouveau numéro qui sort en kiosque, Taliban et maintenant. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être là. Alors comment vous avez-vous d'ailleurs abordé cette question, sachant que tout va extrêmement vite, que vous avez la temporalité d'un hebdomadaire? Comment vous avez anticipé sur ce qui est en train de se jouer? Qu'est-ce que vous avez cherché à comprendre? C'était difficile d'anticiper parce que comme nous tous, comme tous ceux qui ont observé cette situation, l'arrivée des mollahs à Kaboul a été beaucoup plus rapide que celle que tout le monde pouvait attendre, y compris les Américains. Et c'est d'ailleurs, on a un très grand récit du grand reporter Patrick de Saint-Exupéry qui s'interroge lui-même sur cette rapidité. Il se demande que s'est-il passé pour que les mollahs arrivent si rapidement à Kaboul, pour qu'il n'y ait aucune bataille, pour qu'il n'y ait aucune résistance dans cette ville. Et c'est le point de départ justement de son grand récit qui revient sur l'histoire de l'Afghanistan des 20 dernières années afin de comprendre justement ce qu'il s'est passé, afin de comprendre comment on a pu arriver dans cette situation où les talibans ont pris le contrôle de la capitale en quelques jours. Il revient notamment sur le fait que depuis plusieurs années, comme vous l'avez dit, les talibans avaient déjà semé des graines tout dans le pays pour réussir cette prise de contrôle. Et ce récit, que s'est-il passé par Patrick de Saint-Exupéry, commence ainsi. Plus qu'une bascule, ce fut un effondrement brutal, soudain, total, inattendu. Aux premières heures de ce dimanche 15 août, Kaboul vaquait à ses occupations. Le gouverneur de la Banque centrale était en réunion, des humanitaires se rendaient chez des amis. Les journalistes préparaient leur compte rendu quotidien. De jeunes Afghans, filles et garçons mêlés se retrouvaient au café. Les télévisions et les radios bourdonnaient. Les marchands du bazar sortaient leurs étals. Il faisait beau, 30 degrés. Les habituelles brumes de pollution commençaient à couvrir la capitale de plus de 5 millions d'habitants d'un léger voile irisé qui gommait les pics environnants, tachetés d'un duvet neigeux. Nous sommes le dimanche 15 août. On y retourne. Je n'allais pas prolonger cette guerre éternelle et je n'allais pas prolonger le retrait éternel. C'était la bonne décision, la décision sage, la meilleure décision pour l'Amérique. Débâcle, désarroi, crève-cœur. Si les mots se bousculent encore ce matin pour tenter de résumer 20 années de guerre en Afghanistan, une image suffit probablement à elle seule à en faire la synthèse. Les coups de feu victorieux qui ont aussitôt éclaté à Kaboul, célébrant ainsi le retour des talibans, c'est-à-dire ceux-là même que les Américains avaient pourtant passé plus de 2 décennies à combattre après les avoir renversés une première fois du pouvoir. Le succès extraordinaire de cette mission a été rendu possible par la compétence incroyable, la bravoure, le courage désintéressé de notre armée, de nos diplomates, de nos renseignements. Aucune nation n'a jamais organisé une telle mission dans l'histoire. Le dernier avion militaire américain quitte le sol afghan accompagné par des tirs à l'arme automatique. La victoire des fondamentalistes résonne dans toute la ville de Kaboul. Les forces spéciales talibanes, elles, prennent immédiatement possession de l'aéroport. Ce journaliste anglophone embarqué commente la scène. Nous sommes ici avec les talibans dans une section qui, il y a encore quelques minutes, était sous contrôle américain, dit-il. À l'intérieur, tout un arsenal mis hors d'usage par les militaires américains. Kaboul vit désormais au son de la seule musique autorisée par le nouveau régime et marche, comme le raconte ce chant, sur la tombe de ses envahisseurs.
La suite des mots de Patrick de Saint-Exupéry dans cet article que vous publiez dans ce numéro du 1 en kiosque aujourd'hui, Julien Bisson. Il dit: « Des cerfs-volants étaient-ils de sortie? Je ne sais pas. Je n'y étais pas. J'aurais dû y être une semaine plus tard, une semaine trop tard. Je n'ai pu que suivre, incrédule, les événements à distance. Il était probable que Kaboul chute quelques semaines, quelques mois après le 31 août, terme fixé pour le retrait des troupes américaines, c'est-à-dire ce mardi. Mais que Kaboul chute en un claquement de doigts, sans un coup de feu, 2 semaines avant la date butoir, personne, je crois, ne l'avait envisagé, ni même imaginé. » Adam Bachko, vous étiez où, vous, le 15 août dernier? Moi, j'étais aux États-Unis. C'est des États-Unis que j'ai écouté, suivi et observé l'effondrement du régime en place en Afghanistan. Vous aviez imaginé que tout pourrait aller si vite? Si vite, non, et c'est important que tout soit allé si vite, parce qu'on a beaucoup dit le délitement du régime de Karzai puis d'Ashraf Ghani, les deux présidents successifs de l'Afghanistan. Et on l'a en fait sous-estimé, on essayait d'être nuancé en disant que ces potentats autour qui détournaient sans cesse le budget de l'État avaient peut-être des formes de légitimité encore. Et en fait, ce que montre l'effondrement de l'État, avant même de dire quelque chose des talibans, c'était le degré de délitement de ce gouvernement mis en place par les Occidentaux qui n'avait même pas les motivations pour se battre et défendre la population qu'il prétendait représenter. Julien Bisson. On peut penser d'ailleurs que depuis en 2020, Donald Trump avait lancé des négociations à Doha avec les talibans seuls et sans inclure le gouvernement, c'était de toute façon prévisible que le gouvernement ne puisse plus subvenir arriver à résister à l'offensive talibane. Dans notre Adam Bachko, dans notre numéro, le politologue Olivier Roy dit que en Afghanistan, tout se joue sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré, comme si tout devait être négocié avant même la moindre bataille. Est-ce que c'est ce que vous analysez, vous également? Alors, pour le dire, peut-être dans le sens pour aller dans le sens de Olivier Roy, mais pour le dire de manière un peu plus précise ici, si tout se joue sans coup de feu, c'est que tout se négocie, mais tout se négocie après de nombreux coups de feu. Ça ne veut pas dire que les combats n'ont pas lieu, c'est qu'en fait, on a des combats depuis 2 décennies et que dans la plupart du pays, il était déjà clair que les talibans avaient l'ascendant. La seule question, c'était les villes. Et surtout, on avait une situation absolument tragique dans l'armée afghane, d'effondrement. L'armée perdait à peu près un tiers de ses effectifs tous les ans. Elle était renouvelée en 3 ans et de plus en plus d'effectifs étaient faux en fait. C'était des officiers qui gardaient des effectifs sur le papier. On appelait ça des soldats fantômes à l'époque. C'est-à-dire des soldats qui étaient comptés dans l'effectif mais qui n'étaient pas présents. Et en fait, un tiers, peut-être encore plus de l'effectif à l'époque n'était que théorique, n'existait pas. Il n'y avait que les forces spéciales afghanes qui faisaient les combats sur tous les fronts et qui, depuis 2014, ont tenu à elles seules quelques dizaines de milliers de soldats, tout le pays, et elles disparaissaient sous les pertes à force de devenir des troupes de choc partout dans le pays. Et donc, tout s'est négocié aussi, parce que l'effondrement était un moment prévisible dans chaque petit village, dans chaque petit district, dans chaque petite capitale de province. Ce qui était inattendu, c'était l'effondrement des grandes villes, mais rétrospectivement, elle montre aussi le degré de délitement de l'armée. Comment l'opinion américaine voit ce retrait, la situation actuelle en Afghanistan, Adam Bachko, puisque vous êtes aux États-Unis, que vous connaissez très bien l'Afghanistan, on va y revenir à travers ce travail d'enquête, ce travail de terrain au long cours que vous avez mené là-bas. En attendant, vous êtes aux États-Unis. Comment l'opinion a perçu ce retrait ? Comme un échec, comme une humiliation. Le président Biden va subir le coup des décisions de ses prédécesseurs, car ce que Biden a vraiment raté, c'est l'évacuation. Contrairement à ce qu'il dit, l'évacuation a été un désastre. L'effondrement du pays, ça n'est évidemment pas lui, c'est ses prédécesseurs, ou alors c'est lui en tant que vice-président sous Obama, mais la responsabilité, elle est d'abord immensément celle du président Bush. On a beaucoup parlé de la responsabilité de Trump dans les négociations qui ont été fondamentalement une reddition aux talibans, c'est un fait, ça ne se discute pas, mais la grande responsabilité de l'échec en Afghanistan, c'est celle du président Bush, car c'est dans les premières années que cet échec s'est installé. Est-ce que les médias vous sollicitent aussi pour votre expertise en Afghanistan? Vous êtes en ce moment à l'Université de Columbia, je crois, pour un travail autour du Mali.
Peu pour l'instant, parce que bon, j'ai beaucoup été surtout sollicité par les médias français, hein, et il y a quand même une coupure entre les deux pays à cet égard-là dans les milieux d'expertise. Mmh. Il y a le lien est fait, hein, justement aussi par, Gilles Donronsoro que vous connaissez bien, qui est politiste, avec qui vous avez, travaillé notamment sur la Syrie. Un ouvrage et une enquête commune. Quelles leçons tirer de l'échec américain pour la France, au Mali? C'est la question qu'il pose, Julien Bisson, dans ce numéro, du 1. Oui, et il cite plusieurs leçons qu'on peut tirer. Comparaison, évidemment, n'est pas raison, et les forces que la France affronte au Mali sont différentes que celles des talibans. Les talibans ne sont pas des djihadistes, alors que les forces au Mali sont djihadistes. Mais il dit qu'il y a des leçons à tirer dans la tentative d'établissement de la paix. Il dit notamment, il en liste quelques-unes, l'aide économique massive tend à déstabiliser les situations parce qu'elles augmentent à la fois le niveau de violence, elle accroît la corruption, elle accroît les tentatives d'extorsion, des ONG notamment. Il dit aussi il est très important de pouvoir avoir un État fort pour pacifier par le bas, régler les micro-conflits. Et ça, je pense qu'Adam Bashko pourra nous en parler, justement avec le poids des tribunaux qui vont pouvoir mettre en place des organismes de médiation qui vont pouvoir régler ces micro-conflits au sein de la population. Et puis, il met en garde contre la multiplication des milices, des acteurs armés qui inspirent une demande de sécurité au sein de la population. À partir du moment où il y a un éclatement des groupes armés, une fragmentation de ces groupes armés, eh bien, il y a une demande de sécurité plus importante par la population. Et en Afghanistan, les talibans ont été ceux qui, pour la population, pouvaient garantir une forme de sécurité en apaisant les conflits. Adam Bashko. Oui, on voit que contrairement à ce qu'on a tendance à dire sur ces conflits armés les uns après les autres, parce que c'est récurrent, hein, c'est vraiment des espaces de demande d'État, hein. La plupart des guerres civiles, voire la totalité, sont des demandes d'autorités centralisées, publiques, qui puissent trancher les conflits, arbitrer, mais aussi faire usage de la force pour imposer des décisions, hein. Et en Afghanistan, c'est aussi ce qui a manqué, c'est-à-dire qu'il y a des demandes de représentation sous diverses formes. On l'a vu en Afghanistan, on le voit aussi au Mali, hein, mais s'il y a une chose qui est frappante, et c'est une chose qui a été manquée en Afghanistan, parce qu'on a beaucoup dit en Afghanistan que c'est un pays qui n'a pas de tradition étatique, qui ne souhaiterait pas l'État, une population qui préfère s'autogouverner localement. La victoire des talibans, c'est la victoire du groupe armé qui a dit nous sommes l'État, nous allons faire l'État, et qui gouvernait localement comme un État centralisé, hein. Et dans les deux cas, le délitement du régime en Afghanistan, comme celui qu'on observe au Mali, il est bien le délitement d'une autorité qui n'arrive pas à faire État central, qui n'arrive pas à faire autorité publique en ce moment, hein. C'est ça qui a ouvert l'opportunité dont les talibans ont profité. Dans les nombreuses réactions qui peuvent être apportées aujourd'hui à cette situation en Afghanistan, on se dit que personne dans le pays ne pourrait ou n'aurait pu espérer le retour des talibans. Votre livre, Enquête, qui paraît au CNRS Éditions aujourd'hui, La guerre par le droit, les tribunaux en Afghanistan, Adam Bashko, commence par cette phrase assez surprenante, cette interpellation d'un notable de Kandahar qui vous dit « Ah non, les juges talibans, c'est autre chose, ils sont bien. » Et il vous raconte, comme d'autres, que eux jugent mieux que les hommes du gouvernement. C'est peut-être le point de départ de ce travail que vous avez mené, une enquête nourrie, un travail de terrain au long cours commencé en 2010 et poursuivi jusqu'en 2016. Vous êtes allé chaque année plusieurs mois en Afghanistan, rencontrer, parler avec des Afghans et notamment des talibans aussi, des entretiens informels et formels au cœur de ce système judiciaire qui a été mis en place dans les provinces afghanes par les talibans depuis qu'ils ont été chassés en 2001. Et vous allez raconter dans ce livre, hein, avec beaucoup d'exemples, beaucoup aussi de propos recueillis, de témoignages. Vous allez montrer comment la lutte juridique aussi a rejoint ou est devenue complémentaire à l'affrontement armé qui a pu se jouer là-bas. Est-ce que vous diriez, Adam Bashko, que depuis 2001, le pays est scindé en deux? Oui, quand on dit que les Afghans ne s'attendaient pas au retour des talibans, ou que pour eux, il était imprévisible que les talibans puissent un jour prendre le pouvoir, eh bien on parle des Afghans des grandes villes, sinon des Afghans de Kaboul et du centre de Mazar et de Herat. On parle vraiment
des milieux éduqués urbains, car dans les campagnes, cela fait maintenant des années que les talibans sont de facto au pouvoir, à l'exception des capitales provinciales. Ça fait des années que la moitié de la population afghane est en fait plutôt sous l'autorité des talibans que sous celle du régime. Et on est là dans une constante de la guerre en Afghanistan depuis l'invasion soviétique, où on aura eu une opposition ville-campagne très très forte, mais qui a pris une importance récente extrême, avec une transformation profonde du pays. L'Afghanistan s'est brutalement urbanisé depuis 2001. On est passé d'un pays, on a toujours cette image un peu idyllique des grands paysages afghans, d'un pays rural. C'est aujourd'hui un pays complètement urbain, avec des villes. Kaboul est passé de 600 000 habitants à 5 millions d'habitants. Et la guerre, ça a été aussi un affrontement entre un Afghanistan des villes et un Afghanistan des campagnes. Julien Bisson. J'aurais une question pour vous, Adam Bashko. On sait que les talibans ont opéré des tribunaux, ont aussi opéré des services publics comme les écoles, comme des cliniques. Ils ont pu le faire parce qu'ils pouvaient bénéficier de l'argent gouvernemental, argent perfusé par la coalition internationale. Avec la chute du gouvernement, est-ce que les talibans vont pouvoir continuer à mener ces services publics, y compris dans les zones rurales ? Alors c'est le grand problème qu'ils ont. Effectivement, ça a été un des stratagèmes talibans à la fin des années 2000 que de prendre le contrôle des écoles et des cliniques, d'arrêter de les attaquer, parce qu'il faut se rappeler qu'au début des années 2000, il y avait une stratégie tout autre chez les talibans, qui était d'attaquer les cliniques et d'attaquer les écoles. Il y a eu des attaques très brutales, certaines sur les petites filles de Kandahar sont restées célèbres parce que voilà, le trauma de cette attaque-là en particulier à laquelle je pense était très profond. Puis à la fin des années 2000, les talibans se sont rendus compte que ces attaques étaient contre-productives et ils ont changé de stratégie. Ils se sont mis à prendre le contrôle à peu de frais en fait des services publics fournis par le gouvernement, de les présenter comme les leurs en changeant le directeur, en ajoutant des cours de théologie, en enlevant les cours de biologie et d'anglais. En imposant quelques petites règles morales dans les cliniques fondamentalement formelles, mais en laissant de manière générale ces institutions faire leur travail, mais en n'ayant pas à payer les salaires. Et aujourd'hui, les talibans se retrouvent à être l'État, ce qu'ils prétendaient être, et c'est un énorme défi pour eux parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas certaines compétences, et pour ça, ils vont dépendre de deux choses. D'une part, de l'international, des pays occidentaux. C'est pour ça que les talibans sont aujourd'hui en position d'extrême faiblesse sur le plan financier et qu'il est possible, je pense, moi, de faire pression sur eux. Et d'un autre côté, ils vont dépendre des compétences des fonctionnaires du gouvernement, car ils ne les ont pas pour ce qui est de gérer ces services publics. Donc la question de l'argent va être un des nerfs de la guerre à l'avenir, sur cette question de savoir comment ils vont se financer, comment ils vont pouvoir à la fois financer l'État, prélever l'impôt, question qui se pose aussi dans les colonnes du 1 à travers le papier, la contribution d'Olivier Roy dans vos pages, Julien Bisson. Cette question du système judiciaire, on va quand même tenter d'expliquer à grands traits avec vous, Adam Bashko, comment ça fonctionne, comment le droit est devenu une arme de guerre en Afghanistan. Le droit est devenu une arme de guerre. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le cas dans la plupart des guerres civiles. L'Afghanistan est un cas un peu extrême parce que les talibans en ont fait un usage aussi efficace. Ils ont été, par rapport à d'autres mouvements armés, à d'autres belligérants, l'un des acteurs qui s'est le plus appuyé sur le droit pour s'imposer comme une autorité dans le pays. Mais si le droit est une arme, c'est d'abord parce que sous l'affrontement entre les factions armées, eh bien, il y a une multiplicité de conflits qui font les guerres civiles, qui se jouent autour de plein d'enjeux, car en fait, quand une guerre civile commence, les enjeux personnels ne s'arrêtent pas. Ce n'est pas parce que les armes tirent à Alep ou dans les campagnes afghanes que la question de la garde de votre enfant ou de la démarcation de votre terre cesse d'être votre première préoccupation. Les guerres civiles sont des moments où, au contraire, ces litiges, ces petites disputes prennent une importance d'autant plus grande qu'elles se multiplient, qu'elles prennent un caractère politique, que certaines des parties en conflit vont pouvoir faire appel à tel ou tel belligérant, et surtout qu'avec les successions d'autorités que provoquent les revirements militaires, eh bien, on va se retrouver avec des décisions contradictoires en nombre et donc une incertitude juridique radicale qui devient vraiment une préoccupation essentielle de toutes les personnes avec qui moi j'ai parlé dans les différents conflits armés où je me suis rendu. C'est en fait une constante. Et en Afghanistan, c'était particulièrement extrême pour une raison très simple. C'est qu'en Afghanistan, dès 2001, eh bien, il y avait déjà eu 23 ans de guerre civile. C'est un pays où la guerre a commencé en 78. Et en 2001, le nombre de litiges fonciers ou de litiges matrimoniaux accumulés était gigantesque. Et donc, sous la guerre,
sous l'affrontement politique, eh bien, il y avait ces multiples affrontements civils. Et en Afghanistan, les belligérants, d'un côté les forces armées occidentales, le gouvernement et les talibans, ont eu deux manières très très différentes de les traiter. C'est ça qui a donné aux talibans la victoire aussi à terme, c'est de les avoir traités de manière très différente du gouvernement afghan et des forces occidentales. Voilà, et vous le racontez. L'établissement d'un système judiciaire par les talibans s'inscrit dans une stratégie de reconquête du pouvoir par la lutte armée. Depuis leur sanctuaire pakistanais, les dirigeants se posent en autorité légitime, seuls à même de rétablir un état de droit, d'unir la société afghane et de mettre fin à la guerre civile. Ailleurs, vous écrivez, trancher des conflits devient un moyen pour les talibans de s'implanter et de se faire reconnaître comme autorité. Ça, on aura compris la matrice, la stratégie, c'est-à-dire le long et profond travail qui a été mis en place de préparation et de reconquête par les talibans sur le terrain. C'est passionnant parce que vous racontez comment tout ça s'est réalisé face aussi aux faiblesses, aux failles qui ont été laissées ouvertes, béantes par le régime afghan. Vous parlez d'un système judiciaire de l'État miné par le népotisme à Kaboul. Vous évoquez la corruption de la police, mais pas simplement. Il y a aussi l'accaparement des ressources par une élite, l'appropriation foncière de ce foncier que vous évoquiez par l'État. Ils se sont vraiment engouffrés dans la faille. Oui. Et la production, le dernier élément important, c'était la production d'une législation et même d'une constitution complètement détachée des préoccupations afghanes. Ici, ça a été le jeu des Occidentaux d'inventer des lois sans aucun rapport. On adaptait des lois italiennes, américaines, allemandes, selon qui finançait le programme. Et pour s'assurer que ces lois, qui étaient évidemment rejetées par les fonctionnaires ou les juristes afghans qui trouvaient qu'elles étaient toutes ad hoc, qu'elles n'avaient pas de lien au reste du système, eh bien, on finançait, on faisait pression, on s'assurait que la loi passait en dépit des votes des parlementaires. Un parlement qui n'a pas voté de loi avant 2008, et la première loi a été sur l'amnistie de ses propres membres dans les décennies de conflits précédents. Les talibans, ils ont construit leur système politique, leur système juridique dans ce contexte de délitement. C'est dans cet espace-là qu'ils ont pu le construire parce qu'en 2001, ils sont décrédibilisés, leur chute s'est passée tellement vite. Au contraire, dans beaucoup d'endroits, l'arrivée des militaires américains avait été vue comme positive. Et c'est le dernier élément qui aura joué en leur faveur, c'est les abus des forces armées, notamment américaines, et de leurs supplétifs, car les milices commencent en Afghanistan dès 2002, qui vont donner aux talibans l'aura de ceux qui défendraient les gens qui ont vu leurs frères injustement, leur père, leur fils injustement tués, envoyés à Bagram, la prison célèbre et torturée autour de Kaboul, ou à Guantanamo. Et c'est comme ça que les talibans, qui sont pourtant un mouvement décrédibilisé en 2001, vont pouvoir remonter, et ils vont le faire progressivement en installant un système de tribunaux qui va être la colonne vertébrale de leur appareil. Oui, avec une implantation très forte, comme vous l'évoquiez, dans les zones rurales, village par village. C'est une reconquête qui se met en place avec c'est ce travail de codification, mais c'est aussi des tribunaux qui deviennent tout à coup accessibles à la population pour trancher tous ces petits litiges qui pourrissent le quotidien des gens. Et ils vont mettre en place des tribunaux ambulants qui vont se rapprocher au plus près des populations, des justiciables. Il y a même un juge qui vous raconte: nous distribuons nos numéros de téléphone aux anciens du village, et il suffit de les appeler. Quelle force, Adam Bachko. Oui, ce qui a à voir avec qui sont les talibans, parce que les talibans, fondamentalement, c'est un mouvement dont les dirigeants se voient eux-mêmes comme des jurisconsultes islamiques, des gens formés en théologie, en droit islamique, et ils sont perçus par une partie de la population, notamment rurale, comme légitimes à exercer le droit, à faire justice. Et à cet égard-là, l'une des erreurs qu'on a beaucoup fait sur les talibans, c'est cette vision de mollah de campagne. Il y avait bien un mollah de campagne chez les talibans qui était Mollah Omar, mais en fait, le reste de l'encadrement était au contraire des gens qui avaient été formés dans les madrasas, les pakistanaises, qui ici ne sont pas des écoles primaires, mais bien des institutions de formation du clergé, de formation de ce qu'on appelle en islam sunnite des oulémas, des savants. Et c'est à partir de ce système-là que les talibans avaient une velléité à faire du droit. Ils considèrent que c'est fondamentalement leur fonction en Afghanistan que de réguler les rapports sociaux, que de gouverner, que de trancher les conflits, mais aussi la possibilité de créer un système juridique avec très peu de ressources, puisqu'en fait les juges leur étaient fournis quelque part. C'est leur grand avantage. Ils ont des juges, des personnes qui sont reconnues dans les villages comme compétents pour juger, qui leur sont fournis. Ils ont
l'organisation qui permet de mettre tout ça en place, de faire une véritable bureaucratie, car sous des aspects rudimentaires, ce qui se dissimule, c'est bien une institutionnalisation très forte. Elle n'a pas les formes les plus évidentes de la justice, mais elle a en fait des procédures assez serré, assez sévère, et surtout un usage de la force qui paradoxalement est apprécié par les gens car il permet de trancher les litiges, il permet d'imposer des décisions après ces successions de décisions contradictoires. Voilà, et vous revenez aussi sur le système des peines qui est mis en place et l'effet dissuasif qui a pu être provoqué. Une question de Julien Bisson, rédacteur en chef de l'Hebdo Le 1. Oui, Adam Bachko, en vous écoutant, on comprend bien pourquoi est-ce que ces promesses de stabilité, ces promesses de justice ont pu séduire les populations rurales. Est-ce que ce système est transposable aujourd'hui à Kaboul, comme une ville, comme vous le rappeliez, qui a aujourd'hui 5 millions d'habitants et une population qui, depuis les 20 dernières années, a grandi dans une conception du monde qui est totalement différente de celle des zones rurales afghanes. Comment est-ce que ces tensions vont s'affronter dans les prochaines semaines ? Mais c'est l'autre grand défi des talibans avec le fait de payer les fonctionnaires, c'est de gouverner les villes. Il y a une chose qui marchera très bien dans les villes, et c'est peut-être par là qu'il faut commencer, c'est que leur manière de trancher les conflits fonciers, et bien dans les villes aussi, il y a eu ce problème, en particulier dans des villes qui se sont étendues de manière complètement informelle, où les élites du régime se sont accaparées des pans entiers du foncier. Et bien là, cette vision des talibans en faveur de la propriété, c'est un mouvement très conservateur qui fondamentalement aussi dans son conservatisme essaie de défendre la propriété. Et bien en ville, ça aura un attrait pour tous les gens qui ont du mal à sécuriser leur maison, à sécuriser l'endroit où ils habitent. Par contre, la chose où les tensions seront énormes, eh bien c'est leur vision morale, c'est leur vision extrêmement patriarcale, car si on regarde les décisions des talibans dans les campagnes, on voit bien que l'endroit où les passe-droits sont systématiques, c'est lorsqu'une femme fait appel à ce système. Lorsqu'une femme fait appel à ce système, eh bien les juges se demandent si cette femme n'a pas cherché toutes les solutions. Si elle fait appel à ce système, elle est quelque part responsable. Et si j'ai quelques cas dans le livre que je raconte de femmes qui ont obtenu satisfaction auprès du système taliban, eh bien on voit aussi que la grande majorité ont un accès difficile à celui-ci, et les femmes à Kaboul, les questions matrimoniales, les questions d'adultère, eh bien elles ne sont pas traitées dans les milieux éduqués urbains de la même manière qu'elles l'ont été dans les campagnes, et ça provoquera des tensions, d'autant plus que les talibans sont scrutés par l'ensemble des organisations internationales, des ONG et des puissances occidentales sur cette question. Ils le savent, ils en parlent, ils essayent de se présenter comme ayant changé sur la question, et ils vont devoir danser sur un fil pour tenir d'un côté la cohérence avec leurs pratiques, leur idéologie, cet ordre moral qu'ils veulent réimposer dans le pays, et de l'autre, le pragmatisme avec lequel ils essaient de se faire reconnaître comme les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Voilà, pour l'instant, Nassim Majidi, dans les colonnes du 1, chercheuse basée à Kaboul, raconte une société sous le choc. Soumaya, une militante afghane pour le droit des femmes, parle aussi de ce sommeil que tous ont perdu depuis ce basculant qui s'est opéré à la mi-août, depuis que les talibans ont frappé aux portes des maisons, et notamment à Kaboul. Le chanteur folk afghan Fawad Andarabi, dont on a appris par un journaliste de CNN qu'il a été tué par les talibans vendredi 27 août en Afghanistan, dans une ferme de la vallée d'Andarab à Dambashko. Ils ont fermé et refermé les écoles, les facs aussi, jusqu'à nouvel ordre. Les institutions afghanes, pour l'instant, sont au point mort, à l'arrêt. Les discussions aussi. Vous évoquiez l'un et l'autre la nécessité d'une reconnaissance internationale, d'un dialogue à renouer. J'ai envie de vous poser la question avec Julien Bisson, qui est à mes côtés à Dambashko. Très simple, du « et maintenant », Taliban et maintenant.
Et maintenant, la chose qui n'est plus discutable, c'est que les talibans ont la main sur l'État. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette situation ? Et moi, ce que je pense, c'est que, contrairement à l'image qu'on en a, on a un sentiment aujourd'hui, en tant qu'Occidentaux, en tant qu'États occidentaux, d'être profondément démunis. Et en fait, maintenant, on a plus de cartes dans notre manche qu'on en avait il y a 3-4 ans, où ce qui se passait était très clair. C'était une conquête talibane en train de se faire. Maintenant, on a des talibans qui sont coincés dans le jeu international. Et le jeu international, il est très contraignant. S'ils veulent l'argent de la Banque centrale gelé par les États-Unis, s'ils veulent accéder au FMI, s'ils veulent pouvoir accéder aux campagnes de l'OMS, à la coordination des questions d'aviation internationale, eh bien, il faut qu'ils s'intègrent, il faut qu'ils fassent des compromis, il faut qu'ils acceptent. Et donc, on a aujourd'hui, à mon avis, un régime qui est sujet aux pressions. Et donc, il ne faut rien donner aux talibans. C'est très important de ne surtout rien leur donner. C'est ce qui a été fait par Donald Trump dans les négociations. C'est en cela que les négociations américaines de 2017, 2018, 2019 étaient désastreuses. Tout a été donné, rien n'a été négocié. C'est le moment de faire exactement l'inverse. C'est le moment de jouer du bâton et de la carotte. Mais pour ça, il faut aussi un moment pouvoir donner des perspectives aux talibans et à une population qui aujourd'hui se retrouve à payer les sanctions qui risqueraient d'être mises sur les talibans. On est dans un pays où on a eu plusieurs années de sécheresse, une pénurie alimentaire très grave en train de se mettre, avec l'impossibilité pour les ONG d'agir en Afghanistan sans être accusées de complicité avec les talibans. Une population dont la majorité est aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. On est vraiment, c'est peut-être le pire signe du bilan de l'intervention occidentale. Le pays en sort exsangue et non pas, au contraire, mieux développé. Merci beaucoup Adam Bachko d'avoir été avec nous en direct des États-Unis. La guerre par le droit, les tribunaux talibans en Afghanistan, c'est le titre de votre gros et vaste et intéressant livre-enquête qui paraît au CNRS Éditions. Merci mille fois à vous Julien Bisson et au travail de votre rédaction qui signe ce nouveau numéro du 1, Taliban est maintenant à lire. Il est en kiosque. Merci beaucoup à vous. Merci à Thomas Beau avec Anthony Thomasson aujourd'hui à la réalisation et à la technique. Je vous rappelle cette grande journée France Culture donc qui est organisée ce lundi 6 septembre et notamment entre 18h et 20h en direct et en public du Théâtre de la Ville. Un 18-20 dédié à la situation des réfugiés suite à la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan.